Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons EPS et aujourd'hui on va parler demi-fond. Je suis accompagné de Bastien, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Et donc moi Louis Questel qui vous accompagne sur tous les épisodes de Parlons EPS. Aujourd'hui on va essayer d'aborder toutes les problématiques que peuvent amener du coup la pratique de demi-fond, la motivation, comment gérer les allures, etc., etc. Et on va essayer chacun de nous partager notre petite expérience autour de cet APSA. Pour commencer, on va donc faire un vrai ou faux, si ça te convient, Bastien. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est obligé de faire un test VMA pour faire du demi-fond ? Je pense qu'il va y avoir des avis divergents là-dessus. Moi, je pense que c'est bien parce que ça nous aide pour préparer nos leçons, pour individualiser le travail. Maintenant, est-ce que c'est réellement nécessaire quand on voit l'investissement de certains élèves sur le test de demi-fond, là, sur un test VMA ? Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est important. Après, est-ce que c'est forcément véridique, forcément bien fait, que ça va forcément amener une plus-value ? Pas forcément, mais dans la construction de la séquence, pour amener un petit film, m'expliquer ce que c'est la VMA. Et même, c'est une expérience pour moi, vivre de ce test VMA sous toutes les formes qu'il peut avoir. Pour moi, c'est important. Et justement, on discutait un petit peu avant des différentes formes de tests VMA. Donc toi, dans ton bahut, c'est quel type de test VMA que tu fais vivre ? Je pense qu'on utilise des tests différents. Moi, je suis parti sur un test où il court pendant 36 secondes, et après ils ont 24 secondes de récupération, et on enchaîne ça 10 fois. Je préfère ce type de test-là pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, un élève, il est, je pense, en difficulté pour garder une allure constante, pour savoir jauger à quelle allure il doit courir. Si on fait un test Cooper, il doit courir pendant 12 minutes à une allure difficile d'être régulier. Même si on fait un demi-Cooper pendant 6 minutes, c'est pas forcément évident. Même moi, en fait, je pense que pendant 6 minutes, je ne serais pas ultra régulier. Là, au moins, en travaillant par alternance entre course, repos, on arrive à un résultat qui est un petit peu plus fiable, même si ça reste pas fiable tout le temps. Bah nous, on fait un Luc léger, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, avec donc le bip où il faut faire les allers-retours. Nous, toutes les classes y passent chaque année, de la 6e à la 3e. C'est bien, ça permet de voir une certaine évolution, un certain historique. Après, effectivement, il y a toujours des personnes qui craquent un petit peu avant, d'autres après, etc. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à prendre du recul. Deuxième question, est-ce que le ludique est obligatoire en demi-fond ? Alors, je pense que le ludique n'est pas forcément obligatoire de manière générale, mais moi, de toute façon, dans mes cours, j'essaye de trouver cette petite part de plaisir, de ludique pour essayer de mettre en activité les élèves, d'autant plus dans une activité comme le demi-fond où il n'y a pas la balle à courir après, il n'y a pas un volant avec lequel on peut jouer. Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est une activité de par sa nature qui est un petit peu répétitive. Ah ouais. Je pense que le ludique a quand même une part importante. Après, la vraie question, c'est quel ludique faire vivre, je pense, en demi-fond, quel type ? Est-ce que des fois, juste faire une course, c'est pas ludique ? Est-ce que avoir un objectif à atteindre, c'est pas, dans un sens, un peu ludique ? C'est pour ça, après, il faut faire le distinguo entre faire plaisir aux élèves avec le ludique ou donner du plaisir aux élèves. Je pense qu'en début de séquence, il faut leur faire plaisir, trouver des formes de pratique qui font qu'ils vont s'investir à fond dans l'activité. Puis, progressivement, on va essayer de se détacher un petit peu de ça, ou du moins garder cette part de ludique, mais renforcer sur tout ce qui est le travail à côté pour permettre d'être meilleur dans ce ludique. Très bien. C'est doit-on parler de technique de course ? Ça, je pense que oui, c'est quand même un petit peu important. Quand j'en vois certains courir, je me dis qu'en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils aiment pas courir, parce que vu leur posture, ça va peut-être leur faire mal, puis en plus, du coup, ils progressent pas spécialement. Par contre, est-ce qu'il faut leur apporter beaucoup de contenu différent sur la course ? Ça, je pense que non. Ouais. Je pense que c'est quelque chose. La natation, c'est encore plus important la technique parce qu'on est dans un milieu où l'eau va encore plus nous freiner. Mais je pense que c'est aussi important de parler en technique en demi-fond parce que c'est un vrai apprentissage déjà moteur qu'on peut vérifier ou non sur l'apprentissage. Et en plus de ça, effectivement, comme tu l'as dit, ça les aide après pour leur course. Après, moi, ma vision sur le demi-fond, c'est elle est peut-être faussée, mais je trouve qu'il y a 50% de physique, 50% de mental. Donc si on arrive à jouer sur leur donner envie de courir, on a déjà fait 50% du boulot. Donc c'est pour ça qu'on va donner quelques contenus, mais on va pas les submerger de contenu non plus. Très bien, merci à toi. Donc on va pouvoir passer à la première partie où là on va rentrer un peu plus dans le concret. Et moi j'ai donc parlé de ma séquence, ce que je fais vivre aux élèves. J'ai vécu du coup à travers 2 établissements justement ce demi-fond. Avant je le faisais de la 6e à la 3e et là maintenant c'est plutôt 4e, 3e.
Et nous, on a seulement donc 8 séances. On a des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord en équipe. La première chose qu'on fait vivre aux élèves, déjà, c'est l'évaluation. C'est 9 minutes de course. On va courir plutôt longtemps. Et ensuite, on va faire une course un peu plus rapide sur du 3 minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, les élèves commencent par un test VMA et terminent par ce type, justement, d'évaluation. Après, toutes les séances entre deux vont être une progression, une progressivité pour les amener jusque-là. Et chaque séance contient donc un moment de course un peu plus longue, où on va être progressif au fur et à mesure des séances, et un moment avec un peu plus de fractionné. On va travailler en capacité et en puissance aérobie. On va essayer de travailler un peu les deux sur chacune de nos séances. Et donc très vite, il va y avoir aussi des routines qui s'installent. Moi, dans toutes mes séances, ce que je fais régulièrement, c'est donc un échauffement en autonomie, et dès la fin de l'échauffement, je les fais courir une certaine durée en leur demandant d'aller trottiner, d'essayer de revenir sans être trop fatigués. Et justement, il y en a beaucoup qui ont du mal, soit ils vont trop vite, soit ils vont trop lentement, mais justement, essayer de travailler ce juste milieu. Et justement, des fois, pour ça, je les aide aussi un petit peu. On a la chance d'avoir ce genre de montres qui nous permettent d'avoir le cardio, savoir où ils en sont, et je leur donne des repères, et à la fin, ça me permet d'avoir la moyenne. Comme ça, je sais à peu près à quel battement il était pendant toute la durée de la course. Et donc, on va dire, on va terminer l'échauffement avec un moment de course longue, mais c'est un moment où ils peuvent discuter entre eux parce que normalement, ils sont censés être vers du 130 battements par minute à peu près. Et ils sont censés revenir sans être trop fatigués. Est-ce que tu y portes une grande importance à ces données? Alors, ces données-là, non, je rentre pas plus dans le détail parce que pour moi, encore une fois, si par exemple on me parlait du CA5, si on était vraiment du CA5, je vais l'utiliser davantage. Là, je le fais juste comme outil pour avoir un repère, eux, sur leur allure de course et ce que je leur demande en termes d'intensité, surtout en début de course, parce que pour moi, c'est aussi une expérience marquante de réussir à courir longtemps sans revenir avec des sensations négatives dans son corps. Et c'est ça aussi qui peut, pour moi, faire aimer la course. C'est je vais courir, je reviens, et en fait ça va. Je suis pas non plus. Et souvent, ce que je leur dis, si tu vas aller courir dehors, c'est à peu près l'allure à laquelle tu dois aller. Faut pas non plus courir comme si je te demandais un 9 minutes à ce moment-là, quoi. Donc ça serait du coup plutôt un outil pour essayer de construire des repères, de construire des sensations, et Exactement. potentiellement en fin de séquence d'enlever complètement cet outil et se baser uniquement sur ces sensations. Ouais, c'est ça, sauf que là, c'est pas forcément 9 minutes que je leur demande. Quand je repasse ça, c'est vraiment aller trottiner, c'est pour terminer l'échauffement, c'est pour travailler, on va dire, l'endurance. Et en même temps, encore une fois, on parle de casser la répétition, le ludique, etc. C'est une manière où les élèves, ils ont une montre, ils la regardent et ça va casser un peu la routine. C'est pas juste on va courir, c'est on va courir et on regarde la montre, etc. Donc dès que je peux, j'essaie d'utiliser ça. Si jamais je les ai pas, je les fais juste trottiner en parlant des sensations. Et après, donc avant de commencer la course de durée, je fais toujours un petit exercice où ça s'appelle la flûte de Pan. Il y a des plots de plus en plus proches et de plus en plus loin. Chaque plot, si jamais on met 9 secondes à arriver au plot, on a couru à X km/h. Le premier plot, par exemple, il est à 6 km/h et le dernier est à, 15-16. Et à chaque fois, je leur donne un objectif, moi, sur la course qu'ils vont faire après. Donc par exemple, sur 6 minutes, je leur dis, ok, si tu arrives à faire VMA moins 2 km/h, c'est bien. Si tu arrives à faire VMA moins 1 km/h, c'est très bien. Si tu arrives à faire VMA sur 6 minutes, c'est chapeau l'artiste, tu es trop fort. Et du coup, dès le début, avant de commencer l'exercice, je les mets sur la flûte de Pan et ils s'entraînent juste sur 9 secondes pour atteindre pile poil la vitesse qu'ils vont devoir tenir après sur l'exercice au complet. Au début, je fais 9 secondes, donc c'est juste un aller. Après, ils reviennent sur les côtés. Et après, je leur demande le double, donc 18 secondes. Si jamais ils y arrivent encore, arriver pile poil au moment du bip au niveau du plot, je redouble encore et là on passe à 36 secondes, etc. pour les amener progressivement à avoir la bonne allure avant même de courir. Okay. C'est pour, encore une fois, pouvoir fixer des repères externes et internes par rapport à la vitesse qui est demandée sur l'exercice d'après. Après, l'intensité que je leur demande, je vais pas leur demander de courir à VMA sur 9 minutes. Je vais simplifier quand on va arriver sur du 9 minutes, je vais descendre l'allure qui est demandée, parce que bien sûr le corps ne peut pas tenir 9 minutes à vitesse VMA. Donc voilà, je fais souvent ce petit exercice là et après donc je les fais courir. Souvent j'essaye de simplifier au maximum pour que par exemple le nombre de tours est équivalent à la vitesse. Tu cours, t'as fait 10 tours, tu as été à 10 km/h. Pour ça j'ai juste un petit tableau de conversion et même sinon maintenant on peut utiliser ChatGPT, lui dire ok,
j'ai 6 minutes, et je dois faire quelle distance pour mon carré, etc. Et il nous donne la distance. Mais j'ai fait un petit tableau de conversion sur Excel avec tout, et en fonction du temps de course que je demande, je vais agrandir par exemple le carré ou le rectangle pour que le nombre de tours est équivalent à la vitesse. Dans mon autre bahut d'avant, à chaque fois on essayait de casser cette routine, justement on parlait de répétition. Donc c'est important les routines pour que eux puissent comprendre, qu'on perde pas forcément de temps sur leur explication, etc. Par contre, pour casser la routine, au lieu de faire en carré à chaque fois, des fois on fait un parcours en étoile, par exemple, ou on fait un cercle, etc. Et des fois, ce petit élément va amener la nouveauté et peut amener de l'intérêt ou de l'envie de courir. C'est une manière de camoufler la répétition au final. Vous faites le même exercice, mais sous une autre forme, donc ils n'ont pas spécialement de faire la même chose. Exactement, c'est juste qu'il faut être vigilant. Du coup, quand on augmente le temps de course, il faut augmenter la taille, la distance parcourue. Exactement. Et très vite, cette routine s'installe. Les élèves comprennent très bien ce qu'on leur demande. Ça permet d'expliquer combien de temps à peu près on peut durer la VMA. Si je leur demande de courir au-dessus à 9 minutes, est-ce que je peux te demander de courir au-dessus ou en dessous de ta VMA, etc. Et à l'inverse, que quand ils courent, donc on a dit le 3 minutes à la fin, faut qu'ils puissent courir sur quelque chose en dessous de la VMA. Et donc encore une fois, je vais les aiguiller dessus. Après avoir fait cet exercice-là de course, pendant cet exercice-là, à chaque fois c'est en binôme, et l'autre, le partenaire va lui être assis, donc lui il n'est pas uniquement observateur, il va devenir coach, il doit regarder le temps, l'objectif de son pote, il doit justement donc l'aider, l'encourager, ça c'est le minimum de ce que je demande, c'est tu comptes le nombre de tours et tu l'encourages, un peu au-dessus. Si tu es capable de regarder le temps qu'il reste, le nombre de tours à faire, et tu es capable de calculer s'il est en avance ou en retard, et tu vas l'aider. Tu peux même aussi te fixer par rapport au rapport externe de est-ce que le copain il est tout rouge au bout de 2 minutes ou est-ce qu'il a l'air d'aller bien, et en fonction de ça, tu adaptes tes conseils. Et pour moi, le niveau maximum de coaching, c'est tu fais tout ça, et en plus de ça, tu arrives à donner des conseils techniques. Par exemple, si le copain il est trop penché en avant, ou si il tape du pied à chaque fois quand il arrive, quand il court, si jamais il est sur l'avant des pieds, etc. S'il arrive à donner ce genre de petits conseils en plus, pour moi, c'est le niveau maximum de coaching. Certains sont plus ou moins forts dans ce rôle parce que c'est plus ou moins évident en fonction des maths. Je les aide au début en leur disant le quart, la moitié, j'essaie de leur faire tous les calculs et au fur et à mesure des séances, c'est eux qui vont devoir le faire tout seuls. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai utilisé un petit fichier Numbers que je pourrais montrer après où les élèves peuvent choisir, etc. et peuvent remplir justement le nombre de tours. Mais en tout cas, ce rôle-là, je suis très content en demi-fond, je trouve qu'il marche plutôt bien et il faut pas non plus que ça soit juste quelqu'un qui compte un nombre de tours. Parce que si c'est juste ça, il n'y a pas forcément d'intérêt à la personne extérieure. Je pense qu'il doit avoir une mission un peu plus large, plus grande que ça. C'est vrai qu'un comportement débutant du coaching qu'on peut observer, c'est ceux qui ont envie de s'investir et qui vont être là, cours plus vite, plus vite. Ah non, en fait, moins vite. Non, maintenant plus vite. Ouais. Et là, du coup, quand t'es coureur, t'as pas trop de repères, tu sais pas trop comment t'adapter. Mais déjà, s'ils font cette première démarche-là, c'est qu'ils s'impliquent dans le projet. Donc, c'est une première réussite. Maintenant, il faut construire des bons repères utiles pour le coureur. Quoi. Et à la fin, comment ça se passe à la fin? Moi, je mets juste ma tablette avec le chrono. Je leur dis voilà, c'est moi qui lance le départ, c'est moi qui annonce la fin. Et entre deux, vous pouvez comme vous voulez. Je leur dis souvent, vous êtes assis la moitié du temps pour pas non plus que ça bouge tout le temps. Et je dis quand vous êtes à l'autre moitié, vous avez le droit de vous mettre debout et essayer d'encourager votre pote. Et donc après ça, je vais passer sur un moment un peu plus de fractionner. Au début, on va commencer sur des petits temps et on va allonger ça au fur et à mesure, 30 secondes, 45, bref, 1 minute. Et pour demander un fractionné de plus en plus exigeant aux élèves. Et j'essaie là cette fois-ci de mettre beaucoup plus de ludique et je peux me permettre un peu plus, on va dire, de créativité là-dedans. Des fois, je fais des relais en équipe j'essaie de regarder la distance pour que ce soit à peu près le même temps. Des fois, ça m'arrive de réutiliser la flûte de Pan, celle qu'on a installée en début de cours, et de leur dire, vous avez par exemple 2 allers-retours à me faire. Normalement, c'est 36 secondes, et je leur demande de choisir un plot, donc soit VMA plus 1, plus 2, etc. Et ils doivent choisir donc au-dessus de leur VMA, faire les 2 allers-retours, et je mets plusieurs objectifs pour s'assurer qu'il y ait une motivation assuré pour tous les élèves. Je leur donne un objectif de comparaison par rapport aux autres en disant faut être le premier garçon, première fille, etc. Si tu fais ça, c'est chapeau l'artiste. Si jamais tu arrives avant la fin des 36 secondes, ça veut dire qu'en termes de temps, c'est bien, donc c'est très bien. Si jamais par contre tu arrives pile au moment des 36 secondes, c'est bien. Si c'est en dessous, pour moi, tu as raté l'exercice. Et du coup, je le fais descendre ou monter de plot en fur et à mesure de si jamais il gagne ou pas.
Donc je fais des relais aussi et des fois je fais des courses aussi individuelles comme on parlait avec des groupes de VMA où là du coup je vais changer la distance par rapport aux tailles de VMA etc. Et là ils vont vivre plutôt une vraie course. Donc c'est l'entre-deux, on va essayer d'aller chercher quand même de la grande distance mais pas trop non plus parce que sinon ça devient très vite dur pour les élèves. Ok. Juste pour terminer, je montre juste mon fichier à peu près d'évaluation qui permet de remplir les élèves. Avec à gauche, en fait, au début, on rentre sa VMA, on choisit son objectif sur le 9 minutes ou sur le 3 minutes. Ça permet justement de choisir son objectif avant. Donc, si par exemple, on prend VMA-2 pour le 9 minutes et VMA plus 2 sur le 3 minutes, si j'ai 10 de VMA, bah, on me fait le calcul directement et ça me fait à peu près 2100 mètres à faire. Bien sûr, je peux changer et qu'il faut faire aussi le plus de distance possible. Donc ça, c'est le carré avant de courir, où les élèves m'annoncent à peu près la distance qu'ils vont parcourir sur ce 9 minutes et 3 minutes. Et à droite, c'est là, cette fois-ci, quelque chose qui permet, pendant la course, de remplir justement le nombre de tours. 0,25 parce que c'est à chaque plot. Il y a 4 plots, du coup, on peut s'arrêter à la moitié, etc. Et là, mes tours font 150 mètres à la fin pour mon évaluation. Du coup, on peut remplir tout ça. À la fin, ça donne un total. Et moi, je ramasse tous les fichiers en me l'envoyant par AirDrop pour avoir le compte à la fin, justement, du nombre de tours qui a été fait. Et il y a même le barème que je leur donne directement. Comme ça, ils peuvent... la séquence, ouais. Exactement, pour qu'ils puissent savoir à peu près, en termes de performance, combien ça vaut ce qu'ils ont fait. Après, on peut voir, le barème est évalué sur 5 points. Et du coup, j'ai 4 critères. Ces 4 critères valent tous les 4 5 points. Donc ça nous fait une note sur 20. La première chose que je regarde, du coup, c'est la performance. C'est est-ce que je sais être performant. Deuxième chose que je regarde, c'est est-ce que je sais me mettre en projet. Si est-ce qu'on est plus ou moins proche de ce qu'on a annoncé au début par rapport à ce qu'on s'estime être capable de faire. Donc là, ça a une importance aussi de faire vivre plusieurs fois l'évaluation pour qu'ils aient eu le temps de s'habituer un peu à ce qu'on leur demande. Même le 9 minutes, faut pas qu'ils le découvrent parce que sinon c'est sûr que leur projet ne sera pas bon. Ensuite, troisième chose que j'évalue, c'est je sais être coach. On a vu mon meilleur niveau avec la technique, etc. Et la dernière chose que j'évalue, c'est la technique de course. Est-ce que la personne est tout le temps penchée en avant, etc. Et c'est là-dessus, par exemple, je pénalise si jamais des élèves se mettent à marcher. Là, on descend pour moi plus en bas, justement. Et tout en haut, c'est une personne donc qui se tient bien droit, avec une bonne foulée, qui arrive à courir tout le long en regardant loin, etc., pour avoir une bonne technique de course efficiente. Et avec ça, du coup, ça nous fait une note sur 20. Voilà à peu près ce que je fais. Bien sûr, j'ai donné un peu tout d'un coup comme ça, mais j'essaie d'être progressif de la 4e à la 3e. Et personnellement, je pense que je suis plutôt content de ce que je fais parce que je vois des élèves en face de moi qui sont plutôt investis, qui à la fin me font un 9 minutes et un 3 minutes quasiment tous sans marcher, avec une technique de course plutôt efficiente. Et à la fin, les meilleurs arrivent même au-dessus du barème et les moins bons, en tout cas, arrivent à tous au moins avoir une note de performance. Donc j'en suis plutôt content. Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer et je le ferai sûrement par la suite. Mais du coup, toi, Bastien, qu'est-ce que tu fais du coup avec tes élèves ? Moi, grossièrement, ça va. Ouais, dans ce que je vise, ça va être quasiment la même chose que toi. Parce que quand je vois que tu fais une course de 9 minutes à une VMA plus basse et que tu fais une course de 3 minutes justement à une VMA plus haute, mon évaluation, c'est la même chose. Les choses que tu vas évaluer, donc sur le coaching, je vais l'évaluer aussi. Sur ce qu'il marche, la technique de course, je vais l'avoir également. Le nombre de plots, donc la distance qu'ils vont parcourir, je l'ai aussi. J'en rajoute juste un petit peu une petite note sur l'échauffement. Moi aussi, je m'étais posé la question de est-ce que je le mets dans la note ou pas. Je trouvais ça trop fourni sur l'évaluation et des fois je fais une petite note séparée, par exemple sur 5, etc. Là pour le coup, vu que je suis en début d'année, c'est la première séquence, je veux vraiment qu'ils trouvent des automatismes pour s'échauffer, donc ça fait partie de mon évaluation. Donc vraiment, on vise la même chose, par contre c'est la manière d'aborder la séquence qui va être différente. Ouais. Parce que je me suis appuyé sur ce que j'ai trouvé sur internet, qu'après j'ai remis à ma sauce. Je fonctionne sous format Mario Kart. Donc j'ai rien inventé, je me suis juste approprié ce que j'ai pu trouver. Et pour essayer de resituer, là, moi, dans l'établissement où je suis, j'ai des élèves qui adorent tout ce qui est ludique, adorent tout ce qui est compétition, mais ils ont un faible goût pour l'effort, donc ils se désengagent très rapidement dès qu'ils trouvent pas trop d'intérêt à ce qu'on fait. C'est des élèves qui, d'un côté, ont besoin de routine parce qu'ils ont une concentration qui est assez faible. Donc il faut qu'on routinise des éléments pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on fait, à chaque pas trop de temps. Mais d'un autre côté, c'est des élèves qui ont besoin de changement. On me demande tout le temps quand est-ce qu'on va changer d'activité ou quand est-ce qu'on va changer de format. Et en plus, toi, tu es sur une séquence assez longue de ce que j'ai compris.
Et donc je me suis trouvé avec tout ça comme élément. Je suis sur une séquence donc, qui dure 13 leçons. Alors même si on alterne entre du demi-fond et du lancer de vortex, ça reste quand même assez long. Donc j'ai essayé de réfléchir à des moyens pour essayer d'engager mes élèves tout au long de la séquence. C'est pour ça que je suis parti sur ce format Mario Kart. Très bien. Et donc... Mais d'ailleurs, juste pour compléter, donc ça c'est un habillage, on peut appeler ça un habillage. C'est clairement un habillage. Ok. En fait, c'est pour camoufler tout ce qui est répétition et pour forcer les élèves à s'engager du début de la leçon jusqu'à la fin de la leçon, du début de la séquence jusqu'à la fin de la séquence. Je pense aussi d'ailleurs, ça me fait penser juste à moi. Donc moi, je fais avec VMA -1, -2, etc. Il y a des collègues aussi qui font en pourcentage. Je sais qu'ils font des 80%, 100%, etc. Je pense que c'est un autre choix. Je sais pas si toi tu fais tes calculs comme ça. Je trouve juste que ça fait une conversion supplémentaire qui pour moi était pas forcément nécessaire avec les élèves. Pour moi, ce qui était important, c'était juste de se dire est-ce qu'on court au-dessus, en desssus de sa VMA à peu près ou par rapport à ça. Je sais pas, c'est quoi ton avis toi là-dessus? Ça a beaucoup évolué. Au début, j'étais parti sur du VMA +1, +2, -1, -2. Après, je suis parti sur du pourcentage parce que je me suis dit qu'au niveau du travail, ça allait être plus fin. Et là, en fait, je suis en train de tout modifier. Donc pour l'instant, c'est un peu le bazar, mais je pars sur une vitesse Mario. Donc la vitesse Mario, c'est la VMA. Une vitesse Yoshi. Donc la Yoshi, c'est la VMA +1. Et une vitesse Bowser, où c'est la VMA -2. Comme ça, c'est simplifié sur les feuilles que je donne à mes élèves. Il faut juste le Bowser, Bowser. il va pas très vite, c'est ça. Voilà, je vois juste Bowser, Mario, Yoshi, et avec les sensations qu'on a pu construire, donc on va développer ça après derrière. Autour de ces personnages. Ça là, c'est centré sur les personnages, et on s'embête pas avec du +1, -1, -2, vitesse verte, rouge, orange, et des pourcentages. On va dire que c'est encore plus simplifié en fait que donc les pourcentages c'est pour moi un peu ce qui est le plus compliqué si on veut être sur du détail etc. VMA -1, -2 et toi t'images carrément c'est VMA -2 et c'est imagé avec eux j'imagine. En fait je garde le pourcentage. Le pourcentage ils en ont pas trop connaissance, je leur parle en début de séquence mais c'est pas ce qui m'intéresse et par contre eux ce qu'ils ont c'est l'image. Bowser, Mario, Yoshi. Très bien. Et donc pour essayer d'expliquer le dispositif, je me suis noté là pour éviter d'oublier des étapes, une leçon type, enfin la trame d'une leçon. Toutes les leçons démarrent par une explication de ce qu'on va travailler dans la journée, enfin dans le cours. Ensuite on fait un échauffement qui est plus ou moins guidé en fonction de où est-ce qu'on en est dans la séquence. Ensuite on fait un travail spécifique, donc sous le même format que ce que tu as pu nous expliquer, c'est-à-dire qu'on est par deux, il y a un coureur, un observateur, puis après forcément on inverse les rôles. On fait du travail qui est la plupart du temps auto-référencé. Et les élèves vont tous soit travailler en capacité, soit travailler en puissance. Et en fait, ce qui va changer dans ce travail spécifique, c'est que les élèves vont pouvoir, en fonction de leur réussite et de leur implication dans l'exercice, gagner des pièces fictives. Et ces pièces serviront pour la dernière étape de la leçon. Donc dans cette dernière étape-là, on fait une course Mario Kart. Donc carte... Et donc juste avant, dans ton spécifique, tu fais soit de la capacité, soit de la puissance, mais ça. Tout le monde est sur la même chose, on est d'accord? Oui, c'est ça. Bah, okay. Même des fois, on fait les deux, on fait un petit exercice des deux. D'accord. Mais donc ça change d'une leçon à l'autre. Ok. Et dernière étape, c'est la course Mario Kart. Donc là, on a cette course Mario Kart. Je les fais courir les élèves demi-groupe par demi-groupe. Comme ça, je peux conserver mes observateurs, mes coureurs pour récupérer des informations sur la course. Et à la fin, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur classement possible au niveau de cette course-là. En fonction de ton classement, c'est comme une course Mario Kart sur Wii, DS, que tu veux, tu obtiens des points en fonction de ton classement. Et après, je note tous ces points-là dans un tableur Excel, et à la fin de la séquence, on a le résultat du tournoi de la classe sur cette course Mario Kart. Et les élèves vont courir soit en termes de temps pour cette course-là, soit en termes de tours, et dès qu'ils terminent, en fait, je fais mon classement. Sauf que ce qui vient apporter le petit côté ludique au-delà du classement, c'est qu'ils vont pouvoir dépenser les pièces qu'ils ont gagnées sur le travail spécifique en début de leçon, lors de cette course-là. En fait, dès qu'ils finissent un tour, moi je me place à un endroit, c'est un stand d'objets. Et au niveau du stand d'objets, ils peuvent acheter des cartes qui leur apportent soit des bonus, soit des malus. Et puis ça va leur apporter... C'est au hasard. C'est ça. Et ça va leur apporter un avantage ou un désavantage pour la course. Justement, j'avais vu ça que des fois, le fait d'ajouter du hasard, c'est ça qui ajoutait du ludique, des fois, dans ce qu'on faisait. Donc cette partie-là, cette toute dernière partie-là, c'est le moment, on va dire, un peu plus ludique, ça où tout se concrétise, c'est un peu ton fil rouge. Ouais, mais sauf que d'un autre côté, si je reprends, j'ai des élèves qui aiment le jeu et qui aiment la compétition, donc ils vont vouloir faire le maximum possible pour gagner la course, sauf que ce qui vient changer parfois totalement le classement de la course, c'est l'utilisation des objets, sauf que s'ils veulent utiliser des cartes, qu'est-ce qu'il faut faire? Dépenser des pièces. Sauf que comment on gagne les pièces? Il faut travailler en début de leçon. Donc au final, le début de la leçon, ça va être pour eux aussi un moment pour essayer de se faire un maximum de pièces. Ils vont avoir le jeu d'essayer de récupérer un maximum de pièces possible. Donc le ludique, c'est Tapeps, non, qui avait fait un article dessus ou non, ça vient de je sais plus de quelle personne ça vient exactement. Je m'en rappelle plus. J'essaierai de le mettre dans la description, en tout cas les personnes qui ont créé ça.
Donc notre travail spécifique, qui peut être parfois redondant et ennuyant pour les élèves, là en fait ça va vraiment les aider pour gagner la course, ce qui les intéresse le plus. Donc en fait on vient camoufler l'effort, on vient camoufler les répétitions grâce à ces cartes et ces pièces. Mais cette course-là, à la fin, est-ce qu'elle est évaluée ou pas? Parce que du coup, si de l'aléatoire rentre dedans, est-ce que ça peut pas un peu fausser les choses? Alors le course Mario Kart, je le fais du début de ma séquence jusqu'à presque fin de séquence. C'est-à-dire que le jour d'évaluation, donc sur les 2 leçons où j'évalue, il n'y a plus de course. Sauf que les élèves, ils ont tellement répété des allures différentes parce que je jouais sur les formats de course entre du très rapide et du lent, donc c'est-à-dire du buzzer, voilà. En fait, ils commencent à comprendre comment gérer leur vitesse, en plus de tout le travail spécifique. Donc ça facilite l'évaluation, mais non, vu qu'il y a cette part de hasard, je ne le mets pas en évaluation. Ça répond à ma question. Toi, c'est quoi les points sur lesquels tu dois être vigilant quand ça tourne? Tu te places où? Tu fais quoi? Au moment de la course? Ouais. Au niveau de la course, moi je me mets au niveau du stand d'objets et je demande aux élèves observateurs d'être à côté du stand d'objets. En début de séquence, je gère tout seul le stand, il y a peu d'objets, peu de cartes. Ouais, tu rajoutes au fur et à mesure. Et du coup, je vais pouvoir à la fois gérer ce stand-là et vérifier que mes observateurs remplissent correctement mes feuilles. Plus on va avancer dans la séquence, plus mes observateurs vont montrer qu'ils sont capables de remplir ces feuilles-là. Je me le note sur mon ordinateur à côté quand je regarde chez moi. Je vais leur donner le permis de tenir le stand d'objets. Donc ils vont pouvoir non seulement distribuer les cartes, distribuer les objets, sauf qu'on ne doit pas oublier qu'ils ont ils ont un coureur à observer, donc ils doivent noter le nombre de tours, le nombre d'objets achetés, etc. Donc je suis assez proche d'eux. Et en fait, plus on va avancer dans la séquence, plus ils pourront observer de plus loin s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais moi, je serai tout le temps au niveau du stand d'objets pour voir s'il n'y a pas de triche et s'ils remplissent correctement les feuilles. Du moins ceux qui sont au niveau du stand d'objets, s'ils pensent à faire cette double tâche-là. Ok, j'imagine il y a des choses à faire varier, le prix des objets, le fait d'en ajouter au fur et à mesure, etc. sur lequel... Ouais, bah si on fait un point sur les objets, je pense que je vais les avoir. Il y a des choses qui sont, moi j'ai déjà vu, qui donnent un avantage à toi, d'autres qui désavantagent les autres, ou même qui peuvent te désavantager toi. Bah si on donne un exemple de certains, par exemple t'as la carapace rouge, une fois que tu... Donc je matérialise vraiment, j'ai acheté volontairement des petites balles en mousse rouge. Ah, ok, d'accord. Ouais, ils vont ramasser, c'est des vrais objets. Ouais. Ils vont récupérer dans le sac la carapace rouge s'ils l'ont tirée. Et puis ensuite, il faut qu'ils visent leurs adversaires sur la course. D'accord. Si l'adversaire est touché, il doit faire 3 tours sur lui-même, ce qui est un petit peu relou, avant de pouvoir repartir. La verte, c'est pareil, c'est une balle verte. L'élève doit rester immobile 3 secondes s'il est touché avant de pouvoir repartir. Okay. Le canon, j'ai matérialisé un raccourci sur le circuit avec une zone de coupelle. En fait, il coupe à travers. Donc le canon, ça apporte un vrai avantage. Et je me demande juste, ils ont quel âge à peu près, c'est quel niveau de classe avec lequel tu fais, et est-ce que ça marche bien avec des profils d'élèves qui commencent à être un peu grandissants et des fois qui veulent pas se faire infantiliser? Bah, là pour le moment j'ai eu l'occasion de tester ça qu'avec des 5e et je me suis vraiment mis à le mettre en place ce dispositif une fois que je l'ai vu. En fait je l'ai lu sur internet, j'ai plutôt compris mais pas tout saisi, et j'ai vu un de mes collègues l'année dernière, Anthony si tu passes par là, qui le faisait avec des 3e. J'ai vu que même des 3e s'engageaient dedans. C'est ça ma question. Je me suis dit il y a quelque chose à faire, peut-être qu'on va diminuer le nombre d'objets, peut-être qu'on va faire évoluer d'autres choses, mais je pense que ça fonctionne. Il faut toujours se réapproprier un petit peu les choses, modifier peut-être un peu les cartes ou la manière de faire, le fait d'utiliser tel objet ou tel truc. Je pense que c'est important. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été trouvé sur internet. Par exemple, il y a des cartes, des bonus, des malus qui me parlaient pas trop, je les ai changés, je les ai modifiés. Je les mets pas tous, il y en a que j'ai pas du tout utilisé. Mais le fait de les faire évoluer au fur et à mesure comme ça, les élèves découvrent des nouvelles choses, ils ont d'autant plus envie d'acheter ces objets-là, donc de travailler en début de cours. Ok. Et toi, comment tu fais courir les élèves? Ils sont tous dans le même groupe ou... Comme je disais, du coup, tu as 2 groupes. Un groupe de coureurs, un groupe d'observateurs, puis après on change. Ok, d'accord. C'est au hasard un peu. Non, parce qu'en début de séquence, j'ai fait un test VMA, qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Et je me suis retrouvé avec des élèves qui ont une grande VMA, des élèves qui ont une moins bonne VMA. Donc dans mes premiers cours, ce que j'ai fait, c'est que je faisais courir d'abord, comme une sorte de Ligue 1, tous mes forts. Après, c'était la course des moins bons, donc la Ligue 2. Pour que tout le monde ait une chance potentielle de gagner. Donc c'est-à-dire que quand ils se mettent avec un observateur au début du cours, je leur annonce qui sera coureur 1 aujourd'hui, qui sera coureur 2. Donc un 1 doit se mettre avec un 2. Sauf que plus on va avancer dans la séquence, plus on va faire en sorte que des 1 puissent courir en même temps que des 2, des bonnes VMA avec des moins bonnes VMA, mais que ceux qui ont une moins bonne VMA ont autant de chances de gagner que ceux qui ont une bonne VMA. Donc ça, comment ça va se matérialiser? J'ai fait des groupes de couleurs, avec des élèves qui, en début de leçon, je leur mets un chasuble jaune, une chasuble verte, une chasuble bleue, une chasuble rouge. Et ensuite, sur le parcours, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un plot jaune, un plot bleu, un plot vert, un plot rouge. Donc ils auront une boucle commune et une boucle supplémentaire à aller chercher. Ok.
Quand tu me dis tout ça, d'un point de vue extérieur, ça fait beaucoup d'organisation. Ouais. J'imagine qu'il faut être vraiment progressif dans la manière de faire vivre ça aux élèves. Et comme tu disais, toi, tu avais eu besoin de voir la chose pour se dire, ok, en fait, ça tourne niveau orga, c'est pas trop compliqué. Est-ce que tu aurais des astuces ou des tips s'il y a des personnes qui voudraient essayer de tenter ce genre d'orga sur les points de vigilance ou vraiment les... Pour le début, je pense qu'on évite tout ce qui est différenciation de parcours, en fonction de ta VMA, etc. On s'embête pas avec ça, on prend un parcours qui est commun entre tout le monde. Après, si on veut commencer à faire plus travailler ceux qui ont une bonne VMA, en fait, on va tout simplement leur demander de faire 5 tours. Et quand il y aura la deuxième course qui se mettra en place, ceux qui ont une moins bonne VMA, on dira, bon, faites que 4 tours. Et on se concentre que sur ça. Les observateurs, il faut absolument qu'ils soient proches de vous si vous êtes au niveau du stand d'objets, pour qu'ils comprennent, comment fonctionne la fiche, 2, comment fonctionne le stand d'objets s'ils le tiennent plus tard. Puis après, c'est tout ce qu'on disait, c'est diminuer le nombre d'objets. Et la fiche, ça fonctionne comment un peu? Ils regardent quoi les élèves? Alors la fiche, je peux en mettre là sous les yeux pour essayer de comprendre. Ouais, je vais mettre celle de l'afficher à leçon 4. Donc en haut de la fiche, ils ont tout le temps l'objectif du jour, ce qu'on travaille aujourd'hui. Donc c'est ce que je leur dis dans le gymnase avant d'aller dehors. Et concrètement, ça pourrait être quoi un objectif? Je peux avoir un exemple. Objectif, c'est courir 4 fois 1 minute 30 à VMA-2, donc à Bowser. Et après, on va faire un deuxième travail, c'est courir 8 fois 30-30 à vitesse Yoshi. Ok. Voilà. Et le troisième objectif, c'est observer, conseiller et coacher un camarade à son allure de course. Ok. Après, on rentre dans le détail. Ils sont au courant qu'à chaque fois qu'ils réussissent un bloc, dès qu'ils réussissent le nombre de plots, ils gagnent 2 pièces, dès que c'est validé. Comme ça leur fait un cumul de pièces. Et ils doivent me remplir donc leur VMA, leur vitesse Yoshi, leur vitesse Bowser. Et après, j'ai une autre feuille qui dit, bon bah voilà, si on court à vitesse Bowser sur 1 minute 30, combien ça fait ça. C'est un Si ton tu petit cours, convertisseur, voilà, quoi. c'est ça. Si tu cours à vitesse Yoshi sur des périodes de 30 secondes, ton objectif de plot, c'est ça. Et donc tes pièces, c'est par rapport au nombre de plots que tu fais, c'est ça Bah, c'est pas par rapport au nombre de plots, c'est par rapport au contrat réussi. Ok. Si en 1 minute 30, tu dois faire 9 plots, C'est que t'as fait tes 9 plots. et bah que je réussis mes 9 plots, donc à chaque fois c'est plus ou moins 0,5, si je suis entre 8,5 et 9,5 c'est validé, tu gagnes tes 2 pièces. Donc au final tu te trouves avec un certain nombre de pièces, et sachant qu'une carte, moi là j'ai mis des prix, après on peut mettre les prix qu'on veut, mais une carte c'est 20 pièces. Bon bah tu peux... Faut pas qu'il y ait trop de cartes non plus, j'imagine, sinon ça doit être un peu dans tous les sens. Trop de cartes? Trop de cartes, si imaginons, elle est pas très chère la carte, ils pourraient en acheter à chaque fois et du coup ça partirait. Moi je suis parti du principe que toutes les cartes avaient le même prix, parce que ça laisse plus de place au hasard. Mais ils les choisissent pas, c'est au hasard. C'est au hasard. Ouais, Par contre, on peut faire évoluer ça en disant que bon bah les cartes qui apportent un tout petit bonus ou un tout petit malus, c'est des cartes qui valent 20 pièces. Puis après, si on peut augmenter de gamme, ça peut valoir 40 pièces. Et puis on peut augmenter de gamme. Mais ce que je veux dire, c'est juste si tu fais toutes tes cartes au hasard à 5 pièces, au final, les élèves vont passer leur temps à tirer des cartes et du coup, ils vont moins courir, etc. Voilà. Faut quand même que ça soit un truc pas un petit peu rare, mais qu'il faut travailler pour l'avoir. Faut trouver le point d'équilibre entre pour acheter des pièces et avoir suffisamment bien travaillé. Donc après, dans ma feuille, ils ont juste à remplir le nombre de plots qu'ils font sur séquence d'1 minute 30, et on voit à la fin si ça correspond à leur contrat. Même chose pour les phases de 30 secondes. Et ce que je rajoute, c'est est-ce que tu as marché? Non, tu obtiens un bonus de 5 pièces. Okay. En fin de séquence, ça change, c'est est-ce que tu as marché? Oui, tu prends un malus de 50 pièces. Parce qu'on veut qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de marcher quand on leur demande de courir. Coach actif, est-ce que tu as encouragé ton partenaire? Oui, bonus de 5 pièces. Et quand on avance de la séquence, c'est est-ce que tu as donné des contenus, donc ce qu'on disait tout à l'heure? Oui, ça te rapporte plus de pièces. On va augmenter sur la pertinence. Et puis, en fin de feuille, on est plus sur cette partie de travail spécifique, mais on est sur l'épreuve Mario Kart. Donc à chaque fois, c'est l'objectif, arriver le plus haut possible dans le classement, et je vais leur présenter le circuit. Donc là, par exemple, celle que j'ai sous les yeux, c'est pour ce circuit de 3 tours, les coureurs 1, 2 tours, les coureurs 2, tu vas jouer avec les objets bonus suivants. Je donne les objets. Attention, cela ne t'aura pas échappé. Aujourd'hui, il n'y a que des gros bonus, par exemple. Et qui dit gros bonus, dit gros prix. Donc aujourd'hui, les cartes ne valent pas 20 pièces, mais elles valent 50 pièces. Okay. Et après, je leur donne un petit conseil pour gagner la course. Attention, c'est une course qui est très courte, là, 2 tours. Il faut courir vite, oui, mais pas partir comme un fou. Sinon, tu risques de fatiguer très rapidement. Et là, je refais un point sur tout le travail de sensation qu'on a fait en début de séquence. Et comme ça, au niveau de la course, les observateurs, ils ont juste à noter 3 choses. 1, le nombre de tours réalisés. 2, le nombre d'objets achetés. 3, le classement de leur partenaire à la fin. Et ensuite, moi, je rentre ça dans un tableur chez moi. Ok. Toutes les feuilles, on va essayer de les afficher, et puis j'essaierai de mettre des liens par rapport à ce qu'on a produit. En fait, vu comme ça paraît un peu compliqué niveau orga, mais toi, tu essaies quand même de simplifier pour que pour les élèves, ça soit le plus simple possible. Et j'imagine que même comment ça se passe, les premières séances, tu arrives à leur faire courir le Mario Kart dès la première séance?
Et ensuite, est-ce que niveau temps, ça passe en 2 heures, tout ça? Ouais, les premières leçons, la première fois que j'ai mis ça en place, je me suis un petit peu fait avoir dans mon organisation, mais là maintenant que ça commence à être un petit peu rodé, j'ai commencé ma première séquence en faisant un travail d'allure au début, de sensation, et un tout petit travail là-dessus, et fin du cours, Mario Kart, mais Mario Kart simplifié. Pour les accrocher dès la séance 1. C'est ça, Quoi. comme ça ils comprennent le dispositif, ils ont envie de refaire le même dispositif la prochaine du coup, fois, après, et on ils commence à s'appliquent, comprendre les règles de jeu. Et après, en fait, si je fais un travail spécifique où ils vont courir longtemps à vitesse Bowser, je vais m'arranger pour que ma course Mario Kart, ça serait une course très rapide, Yoshi. Donc en fait, je fais exactement le même travail que toi, que tu nous as présenté tout à l'heure, sauf que je varie sur une course Bowser, une course Yoshi, ou aujourd'hui, ça sera plutôt une course plutôt typée VMA, donc ça va être une course Mario. Donc au final, ça rentre dans le temps. Je pense que pour que cette manière de faire fonctionne, il faut se réapproprier les choses, essayer de les simplifier pour soi au max pour que ça soit compréhensible, et essayer, je pense, justement de les présenter de manière assez simple aux élèves, ne pas en demander trop d'un seul coup. Ouais. Et tu m'avais parlé à un moment de départ différé, tu me disais qu'il y avait des plots plus ou moins loin à aller chercher en fonction des groupes, mais il y a des départs différés aussi du coup. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que j'avais des élèves qui avaient besoin de changement, mais qui avaient besoin de stabilité, de routine. Le changement, je l'ai trouvé dans les formats de course. Quand tu joues à Mario Kart, les circuits sont tous différents. Donc là, ce que je me suis amusé à faire, c'est changer les circuits de temps en temps. Okay. Ils comprennent le dispositif, sauf que c'est pas le même format de course. Ouais, okay. 2, on fait des courses en solo, on fait aussi des courses en duo. C'est-à-dire qu'on se fait une sorte de relais, on a des petites bouteilles d'oxygène par moment où tu peux souffler, mais t'as pas le droit à plus de deux moments où tu souffles, et on a 14 tours à faire en duo. On essaie de se les répartir, qui on fait combien. Tu changes des petites choses. Voilà. J'ai des courses, comme on disait tout à l'heure, avec des plots différents, de la distance à aller chercher, plus t'as une VMA qui est grande. J'ai des courses où c'est exactement le même parcours, sauf qu'on fait d'abord démarrer ceux qui ont une vitesse chasuble jaune, puis après c'est les chasubles vertes qui partent, on va dire, une dizaine de secondes plus tard, puis ensuite c'est les bleus, puis ensuite c'est les rouges. Donc en fait, les rouges, ils vont accumuler un certain retard, mais qui va être compensé avec leur vitesse initiale. Et ils vont rattraper derrière. Donc t'as plein de formats différents comme pour ça. Pour faire varier les choses et évoluer. Je pense que ça doit arriver dans un deuxième temps quand on découvre ce programme-là. Ouais. Qu'est-ce que je pensais ? Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, chez les élèves en faisant ça ? Est-ce que ça t'a convaincu d'autant plus que c'est efficace ? Ou est-ce que tu te dis, ah ouais, vraiment, les élèves, je les ai sentis beaucoup plus motivés, ils étaient beaucoup plus intéressés par ça ? Il y a eu des deux. Et en fait, à un moment, je me suis questionné. Donc, je trouve que de manière générale, ils s'engagent plus du début de la leçon jusqu'à la fin de la leçon. Quand tu discutes avec eux, ils te demandent si on peut faire que du Mario Kart la prochaine fois et pas faire le travail spécifique en amont. Donc, c'est que le format plaît un petit peu, mais tu te dis, bon, bah, je garde quand même le spécifique parce que sinon, ils vont être que centrés sur le jeu, mais pas sur le dépassement, sur le travail. Et c'est aussi ça que j'ai envie de retrouver avec eux. Et il y a des cours où, en fait, j'ai des élèves qui étaient en full économie. Ils n'achetaient pas de cartes. Je me suis dit, ma merde. Ils achètent pas, du coup, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans la situation ? Et en discutant avec certains collègues, ils m'ont dit, oui, mais c'est quoi l'objectif ? C'est qu'ils t'achètent des cartes ou qu'ils courent sans s'arrêter et qui, ouais, c'est ça qui fassent le travail. Qui fassent la course, qui fassent le travail. Et en fait, le fait qu'ils n'achètent pas d'objets, c'est pas si dérangeant que ça parce qu'on tend vers ce que je vise vraiment plutôt que qu'ils achètent des cartes, quoi. Faut pas oublier que nous, c'est ça notre objectif, c'est de les faire courir, leur apprendre des choses, de la technique, le coaching, etc. Même si pour eux, ils ont l'impression que leur objectif, c'est de gagner la course Mario Kart. Ouais. Mais est-ce que des fois, faudrait pas les décentrer justement un peu de ce genre de choses ? D'où l'intérêt, je pense, du travail spécifique et de certains moments comme ça. Et d'autant plus que lors de l'évaluation, il n'y a pas le Mario Kart qui est évalué. Alors même si je leur ai dit que là, au final, ça leur apportait des petits points bonus de mon top 10, celui qui est fini premier de la classe, il prend plus 1 sur sa note. Ouais, c'est le deuxième, il prend plus 0,1 sur sa note, les autres, ils n'ont pas de bonus. Mais c'est pas évalué. Le Mario Kart en soi n'est pas évalué. C'est le travail derrière le Mario Kart qui est évalué. Très bien, bah merci à toi. Est-ce que tu veux compléter sur l'organisation de ce Mario Kart ou de ta séquence de demi-fond ? En tout cas, pour moi, c'est déjà beaucoup plus clair. On va pas hésiter à laisser des documents, du coup, comme on vous a dit dans la description, des petites images, etc. Merci à toi, Bastien, d'avoir pris du temps et d'avoir partagé ta séquence. Merci à toi. Encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est uniquement des propositions depuis notre petite expérience. Si jamais vous aussi, vous avez d'autres manières de faire, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Ça nous intéresse fortement. Et je voulais vous passer un petit message. Je viens de développer une application qui s'appelle Prof Planner, qui permet justement de vous aider dans votre organisation de séquences et de séances.
En mettant uniquement un lien Pronote, ça va intégrer tous vos événements et grâce à ça, ça va faciliter justement l'organisation. Moi, j'utilise dans la vie de tous les jours et ça permet justement de faire un meilleur suivi, peut-être de savoir ce qu'on a fait sur les dernières séances, le nombre de séances qui nous restent, etc. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais c'est nécessaire. C'est uniquement disponible sur l'App Store. Et puis, c'est bien pour aujourd'hui. À la prochaine pour un prochain podcast. Merci.